Salut, c'est l'Externe, un podcast créé par une étudiante en médecine pour toutes celles et ceux qui veulent bien l'écouter. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ma première garde en gynécologie obstétrique. Je t'invite à aller écouter le précédent épisode si tu l'as pas entendu, c'est mieux pour suivre l'histoire, mais en soi, vu que c'est des interventions différentes, normalement, il n'y a pas trop de problème si tu suis pas les deux épisodes d'affilée, mais c'est quand même mieux pour appréhender l'histoire. Donc là, la dernière fois, je vous ai laissé sur la première césarienne de ma vie, où j'ai mis beaucoup trop de temps à m'habiller, et au final, je suis arrivée, et en fait, le bébé était quasiment déjà sorti, il fallait aspirer et tout ça. Mais pour tous les détails, je te laisserai aller écouter l'épisode. Et là, maintenant, on se retrouve en fait pour une autre césarienne, qui cette fois-ci, en fait, concernait des jumeaux. Donc, rebelote, exactement pareil, on se rhabille, on se prépare, on refait tout seul, on se lave les mains, etc. Et là, cette fois-ci, donc forcément, j'arrive en avance. Donc là, cette fois-ci, c'était pour des jumeaux. Et en gros, en fait, ce qui est un petit peu plus compliqué pour les jumeaux, c'est qu'il faut vraiment aller encore plus vite. Déjà, dans le premier épisode, je vous ai dit à chaque fois, pour les césariennes, il faut quand même aller assez vite. C'est des chirurgies où effet assez efficaces. Et là, justement, quand c'est des jumeaux, il y a non plus 2 personnes à prendre en compte, mais 3, la maman et les 2 bébés. Et on arrive dans le bloc. La chef va commencer à sortir les bébés. Elles écartent le bide comme d'habitude, exactement pareil. Et le premier bébé sort. Et en fait, il y a un truc exceptionnel qui vient de se passer qu'on m'a dit en fait après que c'était quelque chose d'assez rare, c'est que le deuxième bébé, en gros là la dame elle avait 2 bébés, elle avait 2 jumeaux et en fait il y a plusieurs cas de figure quand on a des jumeaux, soit ils sont dans la même poche de liquide amniotique, donc soit ils sont dans 2 poches différentes et ensuite après aussi il y a encore d'autres cas de figure assez complexes que j'aborderai pas aujourd'hui parce que c'est un peu trop détaillé, mais du coup là en fait il y avait 2 poches de liquide amniotique et donc le premier bébé on l'a sorti, la poche était déjà explosée donc on l'a juste sorti, on l'a donné à la sage-femme, elle s'en est occupée et en fait le deuxième bébé c'est je pense une image que je garderai à jamais dans ma mémoire en fait, parce que il faut imaginer, on est habillé en stérile, on est au-dessus du champ et en fait là on regarde le ventre de la maman et il y a une espèce de sac transparent qui à l'intérieur c'est assez flou, c'est quasiment opaque, tu vois genre comme si c'était comment expliquer, comme si en fait tu regardais sous l'eau ou genre t'es au-dessus de la mer et tu regardes en fait sous l'eau et tu vois juste au-dessus de l'eau ce qu'il y a un tout petit peu en dessous. Ça veut rien dire mais j'espère que vous avez suivi. En gros là en fait je voyais juste le pied du bébé qui était accolé contre la poche de liquide. Il avait juste son pied contre le haut de la poche et c'était incroyable parce que ça faisait très bizarre, un peu surnaturel d'avoir ce truc de poche qui n'est pas cassé. Enfin vraiment en fait ça c'était assez étrange mais en même temps tellement beau, tellement pur encore comme ce que j'avais déjà raconté dans le premier épisode et vraiment tu voyais son tout petit pied et tout sur le haut de la poche et c'était vraiment un très beau moment et en fait au final après la chèvre donc forcément elle a pris la poche, elle l'a cassée et là tu vois le bébé après qui fait qui se vomit un peu partout. Il ne vomit pas mais enfin bref il s'étale un peu partout et au final il est pris en charge par la sage-femme donc voilà. Ensuite il y a eu une autre césarienne, ça c'est un autre moment un petit peu marrant donc je passe un petit peu rapidement parce que j'ai déjà pas mal expliqué dans le premier épisode tout ce qui s'est passé etc donc là c'est juste pour parler de ce moment assez spécial qu'a été la poche en fait de liquide amniotique et après il y a eu une autre césarienne mais en gros comment est réparti le service c'est que normalement en fait il y a un externe, moi qui suis en garde toute la journée et un externe qui est aux urgences gynécologiques qui se trouve au rez-de-chaussée de l'hôpital et là en fait justement cette patiente faisait partie des urgences gynécologiques donc était dans le secteur de l'autre externe donc devait être supervisée, enfin c'est pas supervisé mais voilà, par l'autre externe. Et en fait ce qui est marrant c'est que je suis rentrée dans le bloc en mode je vais regarder un peu ce que font les anesthésistes parce que je vois jamais ce que font les anesthésistes, genre comment est-ce qu'ils font la péridurale parce que oui je l'ai pas du tout expliqué mais bien sûr avant une césarienne il y a une péridurale et c'est l'anesthésiste qui vient faire, souvent l'interne d'anesthésie qui vient pour faire la péridurale à la dame et souvent c'est pas mal en fait de venir un tout petit peu avant. Là c'est plus facile parce que souvent les opérations ça commence très tôt le matin donc moi je trouve ça compliqué d'y aller pour aller voir tout ce qui se passe avant genre l'intubation etc mais là vu que c'est à une heure normale et que t'as juste à venir un tout petit peu avant et que c'est pas une intubation c'est juste une péridurale je trouve ça plus facile d'aller voir ça enfin en termes d'organisation.
Bref, voilà. Et du coup, en fait, donc je viens dans le bloc, je regarde un peu comment tout se passe parce que, comme je l'ai déjà dit, le bloc c'est vraiment comme un orchestre où chaque personne a sa place, chaque personne connaît sa musique entre guillemets et chaque personne sait ce qu'il doit faire. Et ce qui est marrant, c'est que toi, en tant qu'externe, souvent, t'es la petite note de musique qui est pas trop là où elle devrait être, tu vois. Et en fait, au final, là, j'étais plus en train d'observer tout ce remue-ménage, toutes ces personnes, parce qu'en fait, au final, il y a énormément de personnes dans un bloc, parce que même dans les cas où c'est très très restreint, où on est très peu de personnes, bah, en fait, très peu de personnes, c'est déjà 5, tu vois. Donc, alors que dans les cas où on est beaucoup, on peut être quasiment 15 dans un bloc, donc c'est assez important, et chaque personne a son rôle, donc justement, je voulais aller voir ça avant, mais au final, vu que cette patiente faisait partie de la gynécologie, et en gros, la chef est arrivée avec l'externe, et donc déjà mon cerveau bug parce que je sais plus quelle heure il est, mais je crois qu'il était 20h, on n'avait pas encore mangé, enfin bref. Et là en fait je me dis ah mais ça va pas être à moi, donc faut laisser sa place. C'était un peu, enfin faut pas le prendre pour soi. Il y a des trucs comme ça où bah faut laisser sa place et c'est bien d'être motivé, mais voilà, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Parce que justement, ça aussi, j'ai découvert un peu, c'est que en fonction des personnes, surtout en fonction des autres externes, bah parfois il y a ce côté entraide où chacun essaye d'apporter quelque chose à l'autre pour qu'on se tire vers le haut, tu vois. Mais t'en as d'autres, ils essayent de tirer dans les pattes. Là, c'était pas du tout le cas avec cet externe, c'est juste je divague sur autre chose. C'est que parfois t'en as, il faut exprès par exemple de te mettre la pression en posant plein de questions, ou alors ils te font te sentir mal ou te rabaisse, mais sans que ça soit dit de front en fait, juste pour c'est dit comme ça et ils se rendent pas compte. Enfin je sais pas s'ils se rendent pas compte, je pars tellement loin. C'est beaucoup moins organisé, mais voilà, c'est plus spontané qu'autre chose. Mais moi, je préfère, en tant qu'externe, avec mes co-externes, qu'on se tire pas dans les pattes et juste qu'on cède. Mais bah, malheureusement, comme dans tout concours, même si le concours est que dans 2 ans et demi, bah il y a des gens qui sont pas là pour s'entraider et qui justement veulent te tirer dans les pattes. Ce qui n'était absolument pas le cas pour cette externe. Elle suivait juste le chef. C'était vraiment... Bon bref, je suis sortie de la salle et après, je crois qu'on est allé en consultation. En fait, j'avais la chance à ce moment-là d'être avec une interne qui est incroyable. Vraiment. Et pour avoir côtoyé beaucoup d'internes, enfin pour en avoir vu quand même pas mal, bah en fait ton stage, et ça je pensais pas que c'était vrai, ton stage est ultra dépendant des internes avec qui tu es. Une bonne garde, ça dépend du chef et ça dépend de l'interne. Genre si l'interne il est pédagogue, si il est sympa, s'il est pas hautain, s'il te considère comme une personne à part entière, ça se passe super bien. Mais, à contrario, t'en as qui te parlent à peine et qui parlent juste au chef et en fait, tu es juste une extension, un truc en plus qui n'a pas vraiment d'importance. Mais là, au contraire, c'était une docteure junior, donc elle était en dernière année, je crois que je l'avais dit aussi, mais je sais plus. Et elle était en dernière année et elle était super sympa. Elle était ultra compétente, ultra pédagogue, ultra gentille, toujours le sourire. Un vrai bonheur en fait de bosser avec elle parce que j'ai pu lui poser plein de questions et c'est vrai que parfois moi je me retiens de poser des questions même si je dis ah mais il faut toujours en poser etc. Bah parfois tu sens qu'il faut pas le dire, tu sens qu'il faut pas gêner, tu sens qu'il faut pas poser de questions, mais là au contraire elle semblait en tout cas ouverte à la possibilité que je puisse poser des questions, donc c'était super intéressant. Bah, j'ai appris beaucoup de choses alors que je connaissais encore une fois rien du tout à la gynécologie et donc on est allé aux urgences. Donc là c'est les urgences obstétriques, en gros c'est dès qu'une femme est enceinte, en gros c'est là qu'elle est orientée. C'est la différence avec les urgences gynécologiques où là c'est les problèmes gynécologiques genre perte de sang, des trucs comme ça, enfin qui n'ont rien à voir avec une grossesse on va dire. Et du coup en fait là il y avait une dame qui était sourde, donc la communication n'était pas forcément facile, mais elle savait lire sur les lèvres. Et c'est ça que je trouve drôle, c'est que en fait tu te retrouves confronté à des situations que t'aurais jamais cru en fait dans ta vie, ou même la barrière de la langue, ou bah là tout simplement la barrière physique tout court en fait, où elle parlait pas. En gros donc c'était son mari, ou je sais pas si c'était son copain, enfin bref son compagnon qui était là et qui en fait faisait en gros elle parlait, je sais plus si c'était en langue des signes, et en fait lui traduisait en français qu'est-ce que ça donnait. Et c'est ultra intéressant parce qu'en fait c'était une dame qui était assez âgée pour avoir une grossesse et qui en gros a
qui a fait une hyperstimulation ovarienne. Et en gros, ce qui était intéressant, c'est qu'à ce moment-là, j'ai appris quelles étaient les conséquences, qu'est-ce qu'il fallait rechercher dans tel ou tel cas. Et souvent, moi, je me suis rendu compte que j'apprenais beaucoup plus sur le terrain lorsqu'on m'expliquait, par exemple, qu'est-ce qu'il faut rechercher dans tel cas, plutôt que quand j'ai lu dans le bouquin, quand vous avez une hyperstimulation ovarienne, vous cherchez ta. Alors quand c'est quelqu'un qui l'explique, je trouve ça plus simple à comprendre. Je fais une aparté dans cette garde de gynécologie de 24 heures pour parler d'une autre garde où j'ai été confrontée un peu à la... comment dire ? En gros, dans les bouquins, ils disent toujours faut prendre le temps d'expliquer aux gens, faut prendre le temps de faire une consultation d'annonce, faut prendre le temps d'écouter ses patients, mais selon l'heure, selon le nombre de personnes qui sont dans ta salle d'attente, selon ton niveau d'énergie, selon ta patience, selon énormément de critères extérieurs et aussi tes critères à toi, et tu respectes pas ces trucs-là. Parce que vraiment dans les bouquins, c'est là la grosse différence, je trouve. En fait, c'est la théorie. C'est pas la vraie vie. Les bouquins, c'est pas la vraie vie, et c'est pour ça que je pense qu'aller en stage, c'est pas mal, parce que ça te remet un peu les choses en perspective de la vie, c'est pas des bouquins, en fait. Tu peux pas prendre en charge de manière optimale tout le monde, tu peux pas être parfait tout le temps, tu peux pas... C'est pas possible. Et là, en fait, c'est un truc qui m'a particulièrement marqué, parce que c'était une dame qui avait aux environs de 30 ans, qui vient, en fait, je sais plus quelle heure il était, je crois qu'il était 1h ou 2h du matin. Et en gros, cette personne vient parce qu'elle a perdu du sang, voilà. Et en fait, là, c'était avec une autre interne. C'était pas du tout avec celle dont je viens de vous parler, qui était docteur junior, c'est une autre interne. Et en gros, donc on prend en charge la patiente, et en fait déjà, il y a un contexte un peu particulier qui fait que cette interne devait aller dans un autre bloc. Donc elle avait pas forcément le temps de prendre en charge correctement la dame, parce qu'en fait, dans sa tête, il fallait déjà qu'elle aille aider la chef à aller faire l'intervention. Et en fait, cette jeune dame, en gros, elle s'installe déjà sur la table de gynécologie, et tu sais, pour mettre les pieds dans les étriers, etc., pour faire une échographie par voie, ce qu'on appelle endovaginale, donc c'est passé par le vagin, et t'as l'échographie pelvienne. L'échographie pelvienne, ça fait... C'est l'échographie abdo, en fait, c'est le truc de base. Et sauf que là, vu qu'en fait, c'est une dame qui était potentiellement enceinte depuis pas très longtemps, tu peux pas le voir en passant par le bide. Tu es obligé de le faire par le vagin, parce que le truc est tellement petit que tu le verras pas si tu passes par le bide. Et déjà, en fait, moi, je sais que en tant que femme, en gros, moi, à chaque fois que je vois les dames et qu'on leur met pas de drap dessus, et qu'en fait, elles sont juste exposées au grand jour devant leurs compagnons, devant l'interne, devant moi, devant parfois d'autres gens, des sages-femmes qui rentrent en plein milieu. En fait, il y a vraiment une perte d'intimité assez importante, surtout là, la nuit. Je rappelle les conditions quand même, il était 1h du matin, voire même 2, l'interne, elle m'a vu je sais pas combien de patients. Enfin, il y a vraiment un contexte particulier. Et en fait, à chaque fois, là, moi, la dame, j'ai envie de lui mettre un drap dessus, tu sais. Parce que ça se voit, en fait, dans ses yeux qu'elle est pas à l'aise, parce qu'elle est à moitié... il faut se dire, elle est à poil devant des gens qu'elle connaît pas, et dans une situation qui est assez stressante. Enfin, je suis pas sûre que ce soit à ce moment-là que t'as envie d'être exposée, tu vois. Et au final, je le fais pas. Je sais pas pourquoi je le fais pas, mais parce que en fait, je devrais même pas être là. Donc au final, je me dis, si l'interne lui met pas de drap dessus, c'est que j'ai pas à le faire, tu vois. Même si moi ça me gêne, par exemple. Mais ça, justement, c'est un truc assez bizarre. C'est que je me sens gênée parce que moi j'ai l'impression que son intimité est bafouée, alors qu'en fait, au final, l'interne, c'est le cadet de ses soucis, parce qu'elle a autre chose en tête et qu'elle fait juste son taf. Mais donc, justement, je trouve que notre position est assez dure. Donc, bref. Et en fait, cette dame, elle était enceinte. En gros, elle a fait une prise de sang où on dose un marqueur qui s'appelle les β-HCG. Les β-HCG, c'est ce qu'on fait en fait dans une prise de sang qui permet d'estimer en fait s'il y a une grossesse ou pas. S'ils sont négatifs, il n'y a pas de grossesse. Si ils sont au-dessus de 100, voire plus, c'est ce que me disait l'interne, hein. Genre toutes les infos que je vous donne, c'est ce que me disent les internes, ça j'ai pas été vérifié, mais en gros c'est ce qu'elle me disait, que quand c'est au-dessus de 100, t'es à peu près sûr qu'il y avait une grossesse. Donc ça, cette prise de sang avait eu lieu le 17 octobre et on était le 30, et elle était à environ 98, tu vois. Donc à la limite de dire s'il y avait une grossesse, c'est pas... Et donc après, elle me demande de regarder, parce qu'on a fait une deuxième prise de sang, nous, aux urgences, où on a dosé les β-HCG. Et en fait, ces β-HCG, là, cette fois-ci, ils étaient à 12. Et en gros, aussi, une erreur que j'ai faite, c'est que l'interne, elle m'a dit, tu regarderas les β-HCG, tu me diras combien c'est. Sauf qu'en fait, sur le moment, j'ai pas capté, je fais une erreur débile, mais parce qu'en fait, je me suis pas rendu compte, et heureusement, qu'elle comprenait pas la dame. Parce qu'en fait, sinon, je venais à lui annoncer un truc pas cool, tu vois. Parce que, en fait, quand je lui ai dit que les β-HCG, là, cette fois-ci, ils étaient à 12. Donc, clairement,
normalement, la courbe d'évolution de ces marqueurs, elle est censée augmenter de manière ultra importante, surtout quand ça fait 15 jours. Et là, en fait, si ça a diminué, c'est que, en fait, la dame, elle a fait une fausse couche, quoi. Ou au mieux, elle a jamais été enceinte, en fait. Parce que le corps, en gros, il peut créer une grossesse biochimique, qui fait que ça peut se passer normalement sans qu'on s'en rende compte, parce qu'on fait pas de test de grossesse. Mais par exemple, cette dame, elle a eu la malchance, entre guillemets, de faire un test de grossesse, qui lui a potentiellement fait croire qu'elle était enceinte, alors qu'en fait, peut-être qu'elle l'a jamais été, ou peut-être qu'elle l'a été, on le sait pas, mais en tout cas, cette grossesse n'a pas évolué. Et en fait, moi, je l'ai dit tout haut que c'est bêta-HCG était à 12. Donc la dame, elle comprend pas, parce que, j'ai eu la chance, entre guillemets, parce que la dame, elle comprend pas, parce que c'est des marqueurs, parce que c'est des chiffres qui ont pas de sens, c'est pas des mots, c'est pas genre, j'ai pas dit à l'oral, elle a fait une fausse couche, mais en fait, c'est moi, j'ai compris quand je l'ai dit. Et je me suis rendu compte de mon erreur après, que j'aurais pas dû le dire à l'oral. Même si la dame comprenait pas, en soi, j'aurais pas dû le dire. Mais après, justement, j'en ai parlé à l'interne, et elle m'a dit qu'au final, c'était une erreur, de nous deux. En gros, c'est moi, j'aurais pas dû le dire, mais elle aurait dû me dire de le garder pour moi et de lui dire que à la fin de l'examen, en fait, pour qu'on parle tous les deux d'interne à externe et qu'on parle du dossier. Et en gros, en sachant ça, c'est que cette dame a fait donc une fausse couche ou n'a jamais été enceinte. Et en fait, l'interne a un peu expédié l'annonce en disant genre là, en fait, vous êtes plus enceinte. Donc la dame, elle s'effondre, c'est la fin du monde, c'est son mari ou son copain, il est complètement inexistant. Il fait rien du tout, il y a pas de... chacun gère émotionnellement comme il veut, hein, mais il y avait rien en fait. Lui aussi, c'était une plante. Hein. Vraiment, dans le décor, il servait pas à grand chose. Et là, en fait, genre, j'ai ressenti sa détresse de... Elle est toute seule. Elle semble toute seule, très peu soutenue. Il est 1h du matin, on vient annoncer que potentiellement, ce qu'elle pensait être un des plus beaux jours de sa vie, genre elle a pas d'enfant en fait, ou son corps l'a inventé, et j'ai trouvé ça super dur. Vraiment, de voir la dame s'effondrer, c'était super dur. Moralement, c'était horrible. Et en fait, donc l'interne, elle m'a donné en gros pour mission de sortir les ordonnances et tout, et de m'occuper de la dame entre guillemets pour qu'elle rentre chez elle. Et donc en fait, je suis allée imprimer les dossiers. L'interne s'est excusée parce qu'elle devait partir. Je rappelle, elle avait une autre chirurgie où elle devait aider la chef qui était toute seule. On est la nuit, il n'y a pas de personnel. Voilà, encore une fois, il y a un contexte, je l'ai répété je sais pas combien de fois, mais c'est pas de la méchanceté pure et gratuite. Non, c'est... Les conditions font que ça s'est passé comme ça. Et en fait, je me suis sentie super mal pour cette dame. Et je sais qu'il faut prendre du recul et qu'il faut pas que les choses nous touchent. Mais moi, je reste une personne humaine et j'ai pas encore ce recul des personnes expérimentées. J'ai pas encore cette capacité à faire la part des choses. Et là, en fait, ça m'a vraiment touchée très fort. Et quand je lui ai donné l'ordonnance, je me suis excusée. Je lui ai dit que j'étais désolée et... ça s'avérait... Je suis sûre qu'elle a même pas entendu ce que j'ai dit. Je suis quasiment sûre qu'elle s'en souvient pas. Mais genre, je me suis senti tellement mal de la manière dont on l'a pris en charge. Et même cette même nuit-là, on avait un autre couple où c'était le bordel. En vrai, il y avait tellement de gens, tellement de trucs et genre, les gens, ils attendaient super longtemps. Faut pas croire que ça touche pas les soignants, en fait, le fait de pas prendre en charge... je sais pas si l'interne, ce serait une bonne question à lui poser. Est-ce que ça l'a touché de la même manière que moi ça m'a touché? Pas sûr. Parce qu'elle a la tête dans le guidon, ce qui n'est pas mon cas. Mais justement, genre là, je me disais, putain, mais là, vraiment, cette dame, on a bâclé son annonce, quoi. C'est pas, on lui a pas dit, c'est bon, vous avez pas de rhume. Non, c'est bon, vous êtes pas enceinte, en fait. Alors que vous pensiez l'être. Il y a un autre couple comme ça où je me suis excusée parce que vraiment, on a emballé la consultation et j'ai fait, je suis désolée des conditions dans lesquelles on vous a pris en charge, mais il y a vraiment beaucoup de monde. Parce que je me sentais obligée de m'excuser. Genre, de pas leur faire penser qu'on les considère pas. Mais en fait, tu vois, genre, je m'attarde sur des trucs où peut-être faudrait pas que je m'attarde. Mais parce que encore aujourd'hui, ça me touche. Et j'espère que ça me touchera plus tard aussi. Parce que si tu deviens complètement... je sais pas, c'est compliqué. Parce que si rien ne te touche... tu peux pas faire un métier social, tu peux pas faire un métier où tu exerces avec des gens et en étant un robot. Mais en même temps, si tu prends tout et que tu te rends responsable de la catastrophe dans laquelle s'est foutu l'hôpital public, tu vas pas très loin. Donc il y a un juste milieu à faire que pour l'instant j'ai pas encore trouvé et que j'essaye de trouver. Mais je pense qu'un jour, à force de... Je m'identifie pas aux personnes, c'est pas ça que je veux dire, c'est juste ça me saoule de les prendre en charge dans de mauvaises conditions. Ça m'énerve. Et aussi parce que tu vois, j'ai le temps d'aller leur dire qu'on est désolé de les prendre en charge. L'interne, elle doit filer au bloc. Moi, j'ai le temps de rester 30 secondes
parce que de toute façon je suis pas indispensable au bloc. Enfin, genre j'ai le temps de leur dire que je suis désolée de les avoir pris en charge dans ces conditions-là. Que c'est pas optimal, que c'est pas voulu, que c'est pas personnel. Enfin, tu vois, genre... Après, est-ce que j'aurais dû le faire ou ne pas le faire ? Je l'ai fait, on saura pas l'autre issue, mais... Donc c'était un très gros aparté sur quelque chose de pas forcément très très joyeux, et je sais que je partage pas beaucoup de choses joyeuses en ce moment, c'est un peu déprimant, je suis d'accord. Mais il y a eu quand même des très bons moments dans cette première partie, dans le premier épisode de cette garde, et même là j'ai encore d'autres trucs super cool à raconter, mais là j'avais besoin de parler de ce moment-là parce que ça m'a vraiment touchée, parce que si l'hôpital public était pas ce qu'il était aujourd'hui, ça ne serait pas passé comme ça, vraiment. S'il y avait plus de personnel, s'il y avait plus de moyens, s'il y avait... Enfin, les choses seraient différentes. C'était une très longue aparté, mais du coup ça a beaucoup rallongé la durée de l'épisode, donc pour pallier à ça, je vais couper cet épisode non pas en une seule partie, comme ça devait être la partie 2, mais en fait il y aura une partie 2 et une partie 3 qui sortira dans 15 jours, où vous aurez la suite donc de tout ce qui s'est passé dans la garde de gynéco, parce que en fait j'ai vraiment voulu montrer en fait ce à quoi on est confronté et ce dont on ne parle pas pendant des études. Comme d'habitude, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, ça aide pour le référencement, et donc plus il y a de commentaires positifs, on va dire, plus le podcast va être connu et donc sera disponible à un plus grand public, et surtout moi ça me permet de savoir qu'est-ce qu'il faut que je modifie et de m'aider à progresser dans ce projet, parce que mine de rien on arrive bientôt au 10e épisode et j'essaierai de faire un truc un peu spécial. Voilà, j'ai teasé un truc, je sais même pas encore ce que je vais faire, mais je l'ai teasé. Comme d'habitude, tu peux aussi suivre donc le podcast sur Instagram, salut c'est l'externe, le truc de base. J'essaye de poster des stories en rapport avec l'actualité, quelques mèmes et quelques trucs drôles parfois si j'en ai. Mais bon, bien sûr il est disponible également sur YouTube, sur toutes les plateformes d'écoute, et on se dit du coup à dans 15 jours. Prends soin de toi, ciao.